Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session de notre Académie agentique pour les développeurs. Donc on est à la troisième session. Donc Patrick nous avait fait une keynote le 2 juin et Philippe la semaine dernière nous a parlé du service Azure Foundry AI Agent Services. Donc on est ravis de vous retrouver pour cette troisième session. Alors rapidement, je suis Dominique Pochat, je travaille chez Microsoft depuis 28 ans. Voilà, je suis actuellement solution architecte dans la division partenaire de Microsoft et donc j'ai en charge l'accompagnement des éditeurs de logiciels et je les aide à tirer le meilleur parti des plateformes cloud Microsoft. Alors, avant de vous parler de sémantique kernel, comme il y a eu pas mal de questions dans la présentation de Philippe notamment, j'aimerais rapidement repositionner les différents éléments de la plateforme Microsoft pour développer des agents. La vision de Microsoft est vraiment de fournir l'ensemble des outils d'entreprise nécessaires pour développer des agents, que vous ayez plutôt un profil orienté métier, donc, ce qu'on appelle citizen developer, et où là, on va plutôt favoriser les solutions copilotes, ou que vous soyez un développeur confirmé. Donc là, les solutions pro-code avec la plateforme Azure AI Foundry et une utilisation de Visual Studio avec des frameworks pardon, d'orchestration comme Semantic Kernel et Autogène. Ce qui est intéressant, c'est que ces outils sont vraiment complémentaires, j'en reparlerai, mais Semantic Kernel, par exemple, permet de pouvoir instancier des agents qui auraient été développés avec Copilot Studio ou Azure AI Agent Services. Et donc, c'est pas l'un ou l'autre, mais par exemple, si je prends le cas d'un éditeur de logiciel qui a plutôt besoin de développer une solution packagée avec beaucoup de personnalisation, etc. Donc, je vais plutôt favoriser une plateforme PaaS comme Azure AI Foundry. Mais ça ne veut pas dire que je peux pas tirer parti d'un Copilot Studio, par exemple, pour faire de l'intégration en entreprise de mes agents. Et d'ailleurs, l'éditeur du futur, c'est peut-être un éditeur qui va fournir des agents et dont les entreprises pourront utiliser directement, venir faire une solution complètement intégrée avec Copilot Studio. Donc, moi, en tant que développeur, évidemment, j'ai plutôt tendance à favoriser un Visual Studio et la plateforme Azure AI Foundry, mais je suis assez bluffé, je dois dire, par les capacités de développement d'agents avec Copilot Studio. Alors, c'est le petit instant publicité de la session. Donc, j'ai mes collègues Chloé et Pierre qui sont spécialistes copilotes qui ont développé une académie sur Copilot, et notamment Copilot Studio, que je vous invite à regarder pour vraiment appréhender ce que on peut faire avec Copilot Studio. Donc n'hésitez pas à regarder. Alors pour en revenir à Semantic Kernel, donc c'est un framework d'orchestration open source qui est disponible sur GitHub et qui a été initié par Microsoft. Donc, durant la session, je vais vous montrer surtout des exemples en Python, mais Semantic Kernel est disponible pour les développeurs .NET et Java, donc vous pouvez utiliser ce framework d'orchestration. Donc, le but de Semantic Kernel, depuis le début, a été de construire vraiment un framework qui soit orienté entreprise et pour la production. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il y a pas mal de frameworks qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. Et ce qu'on a voulu faire, c'est construire un framework qui mette l'accent sur un certain nombre de points très importants pour aller en production, à la fois la stabilité du framework, la robustesse et bien évidemment, et non des moindres, l'aspect sécurité. Ça veut dire que Semantic Kernel a suivi tous les process de développement que l'on suit pour développer nos services entreprises. Nous supportons Microsoft, des employés Microsoft supportent le framework. Semantic Kernel, il faut le voir, donc c'est une couche d'abstraction sur l'ensemble des capacités dont a besoin un développeur pour développer des applications GenAI.
Et cela démarre par rendre accessible l'ensemble des modèles LLM disponibles sur le marché, que ce soit ceux qui sont disponibles dans le catalogue Azure Foundry. Hein. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 modèles disponibles open source propriétaires sur le catalogue Azure Foundry. Pour accéder aux modèles d'OpenAI en direct, pour pouvoir accéder au modèle, vous pouvez accéder au modèle Hugging Face, au modèle NVIDIA, si vous avez besoin de modèles spécifiques pour optimisés pour certaines GPU NVIDIA, sont disponibles également, puisqu'on a des connecteurs sur les modèles Google Gemini, ou si vous voulez utiliser les modèles d'Anthropic disponibles sur la plateforme AWS Bedrock, vous pouvez également le faire avec Semantic Kernel. Vous pouvez utiliser des modèles locaux, puisqu'il y a un connecteur pour Ollama, un connecteur pour utiliser LM Studio, pour la runtime ONX, hein, et un connecteur pour les tout derniers modèles Phi 4 de Microsoft Research, hein, qui sont des modèles plus petits, hein, ce qu'on appelle les SLM, Small Language Model, des modèles plus petits, plus optimisés. Il est plus facile de fine-tuner, qui consomment moins, qui sont moins chers, évidemment. Donc, sont disponibles. Alors, je ne veux pas me focuser de trop sur la partie locale, puisque la dernière session de Frédéric, hein, parlera de comment utiliser des modèles en local, parce qu'il y a pas mal de scénarios d'entreprise dans lesquels ça peut être intéressant de développer des agents sur votre poste client. Donc, il y a pas mal voilà, de scénarios métiers qui peuvent faire sens. Vous allez pouvoir intégrer des services de mémoire, hein, puisque Semantic Kernel propose des connecteurs à différents services d'indexation. Donc, si vous voulez faire des solutions de RAG, par exemple, hein, dans lequel en fait, vous voulez apporter de la documentation, des documents, des spécifications, des docs techniques à votre modèle pour qu'il puisse répondre de façon plus pertinente. Semantic Kernel propose des connecteurs vers des moteurs d'indexation de vector search comme Azure AI Search, et Elasticsearch, ou des vector store un peu plus traditionnels comme MongoDB, Redis, Quadrant, etc., etc. Il y a un certain nombre de connecteurs également pour d'autres bases de données comme Azure CosmoDB, qui peuvent être utilisés par exemple plus pour de la mémoire, on va dire, courte, pour gérer l'historique de la conversation que vous pouvez avoir avec un agent, voire, puisque un agent, au final, peut avoir une tâche effectuée qui a besoin de se mettre en pause et peut-être de redémarrer quelques mois. Donc, vous allez pouvoir stocker ces modèles dans un service comme Azure CosmoDB, par exemple, ou Redis, hein, ça fonctionne aussi. Donc, à l'identique de ce qu'on propose pour les différents LLM et les services de mémoire, Semantic Kernel propose aussi des connecteurs à différentes plateformes d'agents, euh, comme Azure AI Agent Service que vous a présenté Philippe la semaine dernière, mais à des plateformes d'agents tierces comme Bedrock, agent WS, ou CrewAI également, qui propose des plateformes pour développer des agents. C'est-à-dire qu'avec Semantic Kernel, on peut imaginer des solutions avec des agents multiples, hein, ce qu'on verra tout à l'heure avec quelques patterns multi-agents, avec un agent qui tourne sur Azure dans AI Agent Services, des agents qui tournent sur Bedrock ou CrewAI, et tout ça pour pouvoir faire des solutions avec des problématiques plus complexes en utilisant des patterns multi-agents disponibles dans Semantic Kernel. Semantic Kernel propose la possibilité de se connecter à vos propres services via la spécification OpenAPI. Donc, à partir du moment où vous avez un Swagger disponible avec des API disponibles, vous allez pouvoir les rendre disponibles dans vos agents. Ça peut être, on le verra tout à l'heure, hein, il y a la notion de plugin est assez importante et assez intéressante dans Semantic Kernel, parce qu'il va pas mettre d'encapsuler un certain nombre de fonctionnalités que vous voulez regrouper. Et donc, vous aurez la possibilité de développer des plugins natifs
des plugins OpenAPI ou d'utiliser des plugins qui encapsulent des services MCP. Donc MCP, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, hein. C'est un protocole qui tend à uniformiser la façon dont les modèles discutent et les agents invoquent des outils. Donc, Semantic Kernel peut être utilisé à la fois comme client MCP, c'est-à-dire que je vais aller consommer un serveur MCP qui serait disponible en local ou en distant, hein. Et les agents, notamment que je vais développer avec Semantic Kernel, peuvent être exposés en tant que serveur MCP. En termes de prompt, rapidement, évidemment, Semantic Kernel propose la possibilité de faire des templates de prompt, hein, pour pouvoir être utilisés, optimisés, etc. Et donc, Semantic Kernel propose son propre template de prompt, mais il supporte d'autres templates comme Jinja, Liquid ou Handlebar. Et le dernier point, donc en bas, c'est la possibilité, la capacité de monitorer vos agents. Semantic Kernel génère de l'OpenTelemetry et donc vous allez pouvoir loguer, observer vos différents agents. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux venir intégrer du Content Safety, hein, tellement en utilisant le service Azure AI Content Safety, lorsque je dois mettre des garde-fous pour contrôler tout ce que je peux poser comme problématique, le prompt en entrée à mes agents et les réponses que vont me fournir les agents et s'assurer en fait que les entrées et sorties de mes agents sont correctes et en adéquation évidemment avec le cas d'usage que je vais résoudre. Alors, Patrick et Philippe ont déjà pas mal évoqué sur ce que c'était un agent, mais rapidement, voilà, l'agent, c'est un software qui va permettre de résoudre un problématique métier de façon plus ou moins autonome, avec des interactions, avec ou sans interaction humaine, ou en collaborant éventuellement avec des agents. Et donc, pour répondre à des problématiques métiers, l'agent il a besoin de trois choses, hein, principales. C'est de pouvoir raisonner sur la problématique métier que vous avez lui poser, et ça, c'est fourni par les modèles. Aujourd'hui, on a des modèles de reasoning qui apportent des capacités de raisonnement sur des problématiques qui sont assez puissantes, hein. Je pense notamment à un modèle comme O3. L'agent, il aura besoin de l'aspect mémoire, c'est-à-dire d'avoir le contexte de la problématique. Donc ça va être fait en lui fournissant un certain nombre d'instructions sur le problème qu'on veut qu'il résolve et les aspects mémoire dont j'ai évoqué tout à l'heure pour sauver le contexte de conversation, pour aller récupérer tout un corpus de données que je veux utiliser pour résoudre ma problématique. Et le troisième point, c'est évidemment cette capacité à pouvoir interagir avec le monde réel, hein. Ce qui manquait quand je discute directement avec un LLM, c'était que si je voulais avoir une réponse sur des données actuelles, je l'avais pas parce que mon modèle avait été entraîné avec des données, par exemple, qui se terminaient en 2023. Je vais pouvoir ajouter un outil, par exemple, comme Bing, pour aller rechercher des données et utiliser des données plus actuelles pour résoudre ma problématique. Et si j'ai besoin de mettre à jour mon ERP, ma CRM, aller voir une database, utiliser des services tierces ou des API que je peux déjà avoir au sein de ma solution, je vais les mettre à disposition sous forme d'outils dans mes agents. Alors, mieux que des mots, je vous propose de passer à Visual Studio. C'est un petit peu le Hello World de comment je développe un agent avec Semantic Kernel. Donc, en moins d'une trentaine de lignes, je vois que j'importe donc le package. Alors, moi, je suis en Python là, mais ce serait équivalent en Java ou en .NET. J'importe la librairie Python Semantic Kernel et notamment l'agent framework avec l'instruction donc semantickernel.agent.
Ici, j'utilise, donc je définis, je récupère les clés de mon, euh, de mon modèle. En l'occurrence, moi, j'utilise un modèle GPT-4o qui est dans Azure, donc je ne vais pas vous donner les clés, mais les variables d'environnement, voilà, et ça ressemble à ce genre de choses avec ben, le point d'accès de mon modèle, la clé de mon modèle, etc., etc. Et donc, je vais construire un agent ici. Donc, c'est un agent qui fait du chat completion, hein, qui est bah, vous permet d'échanger avec un modèle. Et donc, dans cet agent, je lui définis le modèle que j'utilise. Donc, moi, c'est un GPT-4o hébergé sur un Azure Foundry. Je lui donne un nom et je lui donne une instruction. Et donc avec ce petit bout de code là, je crée un agent. Et ici, je vois que j'appelle cet agent hein, donc avec la fonction getResponse et je lui pose une question. Donc, je lui avais donné les instructions, donc réponds aux questions en quelques phrases. Évidemment, j'aurais pu mettre des instructions sous forme de template beaucoup plus complexes, hein, évidemment. Ici, donc, je lui pose la question, peux-tu écrire un pitch pour une académie pour les développeurs? Et donc, si j'exécute ce petit bout de code, donc je vais grandir un petit peu la fenêtre d'output. Donc, le sémantique kernel, donc via mon agent, va transmettre pardon, la question au modèle. Peux-tu écrire un pitch pour une académie? Et le modèle lui répond, donc, bien sûr, voici un pitch, rejoignez l'Académie des développeurs IA agentique, etc., etc. Dans le framework sémantique kernel, le kernel, en l'occurrence, est vraiment le composant central, hein. Le kernel, c'est un conteneur qui va gérer l'ensemble des services et des plugins nécessaires pour exécuter votre application IA. Donc, vous allez inclure tous les services et plugins dans le kernel, comme les services de chat, hein. Là, on a vu, par exemple, que j'utilisais un service de chat vers un GPT-4, mais je pourrais avoir donner l'accès à mon kernel à plusieurs modèles. C'est dans le kernel que je vais activer la télémétrie, le logging, etc. pour pouvoir monitorer ma solution agentique. Et ce mécanisme, il faut vraiment très puissant pour un développeur parce que vous avez un emplacement unique en fait sur lequel vous allez pouvoir configurer et surtout pouvoir surveiller l'exécution de vos agents IA. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le slide, là, vous voyez comment ça se passe, en fait, le kernel, là, au moment où je pose une question à mon modèle. Donc, c'est lui qui va sélectionner le service. Alors, j'ai la possibilité de spécifier un service explicitement si je le souhaite. Il va transformer le prompt, le transmettre à mon modèle, parser la réponse du modèle, etc. Donc, tout ça, je peux venir intercepter tous les événements bah, pour pouvoir faire de la télémétrie, de la journalisation de ce qui s'est passé, etc. Et bah, notamment sur des solutions agentiques, j'ai besoin de savoir quels sont, si je fais notamment si je fais une solution multi-agent, quels agents ont été utilisés, quels outils dans les agents ont été utilisés. Donc ça, c'est super important. Et donc, si je reprends l'exemple, euh, donc dans le premier exemple, donc j'avais pas de notion de kernel, hein. Je crée directement mon agent en spécifiant le modèle que je vais utiliser, en mettant le nom et des instructions assez basiques pour le coup à mon agent. Dans ce second exemple, je vais explicitement créer un kernel, une instance du kernel, hein, qui est vraiment cet élément central. Et c'est dans le kernel que je vais venir ajouter des services. Et donc ici, je rajoute mon service de chat completion, donc l'accès à un modèle, en l'occurrence un GPT-4o.
et je vais créer l'agent et cette fois, je vais spécifier le kernel. Tous les services que j'aurai mis à disposition dans le kernel pourront être utilisés par mon agent pour résoudre la problématique que je lui pose. Alors, dans cet échange, j'ai rajouté un petit bout de code pour gérer l'historique. Quand discute avec un agent, j'ai pas forcément envie de lui reposer les questions où je veux qu'il garde le contexte de discussion que j'ai pu avoir avec lui. Par exemple, ici, j'ai un agent sur lequel je vais poser deux questions. Donc, je vais lui demander quelle est la capitale de la France et ensuite, je vais lui poser quelle est celle de l'Angleterre, d'accord, qui sera à disposition. Et on voit qu'ici, donc l'agent pose la question quelle est la capitale de la France et donc j'ai la réponse via le modèle la capitale de la France est Paris et celle de l'Angleterre. Donc, je ne repose pas euh, la notion de capitale et pourtant il sait que c'est bien ce que je souhaite puisqu'il me répond la capitale de l'Angleterre est Londres. Donc si je reviens à nouveau sur ma présentation, donc, comme je l'avais précisé, Semantic Kernel a démarré en 2023 et il avait déjà le concept similaire aux agents qui était le système de plugging. Donc, c'est un des concepts avec le kernel, hein, cet élément central sur lequel je vais pouvoir rajouter des services et, euh, et, euh, et des outils. L'un des concepts les plus intéressants dans Semantic est certainement cette notion d'agent. Donc, les plugins, sont des composants en fait clés du noyau du kernel, hein. Si vous avez déjà utilisé des plugins dans ChatGPT ou Copilot pour Microsoft 365, ça doit être assez familier pour vous, mais un plugin, il sert à encapsuler un certain nombre d'API dans une collection. Voilà, par exemple, ici, dans l'exemple, j'ai un plugin Writer dans lequel j'ai un certain nombre de fonctions que je peux utiliser et que j'ai regroupées au sein de mon plugin. Comme je disais, il y a pas mal de frameworks disponibles sur le marché ce plugin, cette notion de plugin en fait est assez précieux parce il encapsule en fait un ensemble de fonctionnalités qui reflètent vraiment la façon dont les développeurs d'entreprise en fait développent déjà des services et des API et comme on pouvait le faire avec des microservices. Donc un plugin, c'est un groupe de fonctions. Il faut le voir comme un groupe de fonctions qui peuvent être exposées à des applications et des services IA. Et donc il y a trois façons principales d'importer des plugins en utilisant du code natif. C'est-à-dire que dans mon projet directement, je vais avoir du code Python, du code .NET ou du code Java avec des fonctions que je vais exposer au sein de mon plugin. Mais j'en avais parlé, en fait, mon plugin peut être des services existants qui suivent les OpenAPI. Et si vous avez déjà des services existants avec un Swagger, etc., bah, vous allez pouvoir les exposer sous forme de plugin. Et avec le protocole MCP, dont je reparlerai tout à l'heure, vous pouvez également exposer et avoir un plugin qui en vrai est un serveur MCP local ou distant. Voilà, c'est les trois modes. Ce qui est intéressant, c'est que bah, je peux éventuellement réutiliser des API existantes hein, via OpenAPI, mais je peux avoir intérêt, par exemple, d'utiliser une API en code natif dans mon plugin qui va faire un intermédiaire avec une API que je peux avoir déjà dans ma solution. Mais par exemple, le système de notification, je veux pas que ça passe par ou soit transmis à mon modèle, donc je veux la gérer dans mon applicatif. Donc je vais mettre une espèce
de wrapper de fonctions natives qui, elle, ensuite appellera l'API distante, par exemple. On va pouvoir utiliser cette notion de plugin pour construire pour construire un agent, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, hein, donc dans le premier exemple, j'avais construit un agent directement, une vingtaine de lignes, en lui passant mon modèle, un nom et des instructions. Dans le second exemple, bah, je tire parti de la capacité du kernel. Ici, je montre un exemple de plugin en code natif, c'est-à-dire que directement implémenté dans mon code Python. Donc j'ai une classe menu plugin, donc qui a voilà, un plugin dans lequel je définis deux fonctions. Une première fonction get special, donc qui fournit une liste des plats spéciaux du menu, et une seconde fonction get item price qui va me permettre de récupérer le prix des éléments de mon menu. Ce qui est important de noter, donc, c'est que je vais décorer ces fonctions avec kernel function et je vais mettre des annotations. Donc, toute la description et la description de mon plugin et la description notamment des fonctions fournies par mon plugin vont être fournies en fait à mon modèle pour qu'il puisse les utiliser pour résoudre ma problématique. Donc de la même façon, donc je récupérais donc les informations de connexion à mon modèle. Et donc cette fois, dans la création de mon agent, je vais spécifier mon modèle, que je vais spécifier un nom, toujours un certain nombre d'instructions. Donc ici, vous êtes un assistant bienveillant pour choisir le menu du restaurant. Et je vais lui mettre un plugin, lui dire à l'agent, bah, tu peux utiliser voilà, je pourrais mettre 10 plugins à sa disposition. Et donc ici, il peut utiliser le menu plugin. Et donc, agent, je lui pose ici la question, quelle est la soupe spéciale et quel est son prix? Et donc, il va utiliser les outils que je lui mets à disposition pour pouvoir répondre à la problématique que je lui pose. Et donc, j'envoie le message donc à l'agent, quelle est la soupe spéciale et quel est son prix? Alors, j'aurais pu mettre des points d'arrêt, mais comme on est un petit peu pressé par le temps, je vais l'exécuter. Et donc, il va appeler ma première fonction que je lui mets. Pour trouver, en fait, il me répond, hein, prix 9,99 €, non, soupe à la palourde. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, la réponse. Et donc, pour répondre à la problématique que je lui ai posée, il a appelé, en fait, ma fonction natif ici, hein. Donc, ça pourrait être une API existante qui expose un Swagger. Ça pourrait être un serveur MCP. Donc, il appelle la fonction getSpecial pour retrouver la soupe spéciale. Eh ben, c'est soupe à la palourde. Et comme je lui demande également le prix, il appelle la seconde fonction qui fournit le prix des articles et pour me retrouver le prix de la soupe à la palourde. Si je prends donc, un exemple complet où je mets en œuvre à la fois donc, le kernel. Donc, dans cet exemple, je spécifie explicitement la création d'un kernel. Je crée un service Azure Check Completion puisque j'utilise un modèle GPT-4o dans Azure. Je rajoute ce service à mon kernel. Je peux rajouter directement ce plugin. Ici, j'ai un autre plugin qui me donne le temps avec une seule fonction hein, qui est get weather ici, dans lequel il me retourne la météo du ville donnée. Donc, si c'est Paris, il va me retourner la météo à Paris et on va dire, il fait super chaud, donc on va dire 40 degrés, 40 degrés. Oups, pardon.
40 degrés. Et la météo à Londres est de 10 degrés. Et si c'est pas l'une des deux villes, il me dira, je n'ai pas la météo pour cette ville. Donc voilà, là j'ai un autre plugin en code natif qui me retourne le temps pour un certain nombre, pour deux villes en l'occurrence. Et donc ce plugin, je le rajoute à mon kernel également. Et pour créer mon agent, donc je vais lui donner le kernel. Et donc, au kernel, donc j'aurai le service Azure Shared Completion à disposition et j'aurai le plugin qui donne le temps. Voilà. Alors, j'utilise dans cet exemple pour faire Chainlit pour la partie interface graphique, hein. Donc, je crée une petite interface graphique Chainlit pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour exécuter ma petite solution, donc je vais lancer ici, hop, donc Chainlink Run, mon code Python, et donc il va me lancer un navigateur. Et donc il me lance l'application Chainlit en local, hein, localhost sur le port 8000. Hein. Et donc je commence à interroger mon agent. L'agent me répond, comment je peux vous assister aujourd'hui? Je peux lui demander euh, quel modèle es-tu? Ah, c'est là où il me dit, je suis un modèle de GPT-4 d'OpenAI. Et donc, si je lui demande quelle est la météo à Paris, et là, c'est là où je vois qu'il appelle donc la fonction getWeather de mon plugin, hop, avec l'input Paris. Et il me retourne la météo à Paris, etc., etc. est ensoleillé, et j'aurai la réponse en fait euh, du, euh, du modèle. La météo actuelle à Paris est de 40 degrés, ensoleillé, etc. Si tu as besoin de détails. Et si je lui demande et celle de Londres, il va à nouveau m'appeler la fonction getWeather avec le paramètre Londres. Et donc, c'est le framework d'orchestration hein, qui appelle réellement. Si je reviens à nouveau sur ma présentation, on a vu la création d'un agent simple, un agent qui tire parti de la notion de kernel dans sémantique kernel. Ensuite, un agent qui tire parti de la notion de plugin. Donc, un plugin peut également utiliser le protocole modèle contexte protocol. Donc, le MCP, hein, je sais pas si on en avait parlé, Philippe en a parlé, Patrick en avait également parlé. Donc, c'est un protocole qui permet de standardiser comment les modèles, les outils et les agents communiquent et partagent leurs fonctionnalités. Donc, ils supportent différents transports comme pour faire du local, du distant, STDIO, SSE, WebSocket ou Stream HTTP qui va remplacer plutôt SSE. Ce qui est intéressant avec Semantic Kernel, c'est que je vais pouvoir à la fois être client MCP, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire ben, mon plugin, c'est un client qui consomme un serveur MCP distant, donc Semantic Kernel jouera le rôle de client, mais je vais pouvoir exposer également mes services en tant que serveur MCP pour être utilisé par d'autres agents ou d'autres applications IA. Et donc, l'exemple hein, de code, pour exposer à un agent, voilà, je crée un agent avec Chat Completion Agent qu'on a vu tout à l'heure. Je lui donne donc un service, ici c'est un service OpenAI, un nom, des instructions et un plugin. Et avec la simple appel de la fonction as MCP server, j'expose cet agent en tant que serveur MCP.
donc qui va pouvoir être utilisé par d'autres agents ou d'autres applications ou par mon application IA. On peut également exposer directement le kernel, c'est-à-dire que dans mon kernel, j'ai une liste de services que j'ai rajouté, une liste de plugins, et je vais pouvoir exposer voilà, sous forme d'un serveur MCP la totalité de mon kernel. Je peux faire soit mon agence, soit la totalité de mon kernel. Alors si je vous montre, alors si je repasse et pour vous montrer un petit exemple de sémantique kernel exposé sous forme de serveur MCP, pardon. Donc si je reviens à Visual Studio, alors peut-être montrer d'abord comment utiliser sémantique kernel comme client MCP, hein, donc c'est MCP host. Et ben je vais définir simplement, donc j'ai un certain nombre de classes à ma disposition. Donc, semanticKernel.connector.mcp. Donc, je peux importer, ici, j'importe MCP std.io plugin. Donc, c'est pour pouvoir appeler un plugin en local, hein, si besoin. Et donc, je vais construire un plugin en utilisant donc les spécificités de mon serveur MCP. Donc là, je vais utiliser le serveur MCP de GitHub, d'accord, hein, donc qui est exposé ici en local en Node. Hein, c'est pour ça que vous voyez l'instruction Node. Et donc, je vais l'utiliser comme agent. Donc mon agent, cette fois, il va utiliser, donc je spécifie ici mon plugin qui utilise le serveur MCP en local de GitHub. Et dans la création de mon agent, donc je spécifie toujours le service, le nom des instructions, et je vais spécifier le plugin qui est mon serveur MCP GitHub. Donc si je lance ma solution, et donc, je vais poser à mon agent, donc qui utilise le plugin euh, dans lequel j'ai mon serveur MCP de GitHub. Je vais lui poser trois questions. Je vais lui poser une première question. Quelles sont les dernières issues Python que j'ai sur mon repo de sémantique kernel? Et deux autres questions. Cet agent donc, va utiliser un serveur MCP local GitHub qui, lui, va faire appel par API à mon GitHub dans le repo qui va bien. Et donc là, je vois que voilà, il a commencé. Donc, si je remonte, alors je vous mets l'output un peu plus grand. Donc, j'ai demandé à mon agent quelles sont les dernières issues Python, donc le GitHub de Semantic Kernel. Donc, il m'a retrouvé sur le GitHub de Semantic Kernel les 5 dernières issues Python. Donc là, c'est l'utilisation en fait de Semantic Kernel comme client de serveur MCP. Si je vous montre utiliser Semantic Kernel pour exposer un serveur MCP, alors je vais switcher sur un autre projet. Donc dans cet exemple, je vais exposer le noyau de Semantic Kernel directement en tant que serveur MCP pour être partout client en fait MCP. Hein. Donc, ce que je fais, donc, comme précédemment, donc, charge mes variables pour accéder à un modèle. Je crée un kernel. Je crée une fonction toute simple, echo, donc, qui retourne simplement la chaîne de caractères que je lui envoie en entrée. Je rajoute à mon kernel mon service de chat de compétition, c'est-à-dire l'accès à mon modèle GPT-4. Je rajoute à mon kernel également la fonction echo. Et avec la simple méthode asMCP-server, je vais pouvoir exposer l'ensemble de mon kernel en tant que serveur MCP. Et donc, je vais euh, exécuter mon application.
je lui dis, lance-moi mon application sémantique kernel et il expose-moi donc via le protocole SSE. Donc ça veut dire que je pourrais accéder à distance et sur le port 8000. Alors, effectivement, là, j'ai qu'une seule machine, donc je vais y accéder localement, mais l'idée est de pouvoir mettre à disposition donc exposer mon service MCP à distance. Et je vais pouvoir utiliser un client MCP, hein, comme Visual Studio Copilot, GitHub Copilot est un client MCP. Donc, si j'ouvre mon Copilot Studio, je suis bien en mode agent. D'accord? Il faut savoir que donc j'ai un mode agent dans Copilot Studio. Je peux utiliser tout un tas de modèles, de modèles différents. Donc, j'attends que mon serveur MCP démarre. Et donc là, je vois que mon serveur donc MCP a démarré, hein, il est disponible. Et donc, dans mon client MCP, donc GitHub Copilot, si je veux rajouter un outil MCP, un serveur MCP, donc add, je fais add more tools, add MCP un serveur. Et donc là, je vais lui dire, ben, c'est un serveur distant qui utilise le protocole serveur Sent Event, donc SSE. Hop, donc je mets l'URL de mon serveur, donc c'est http localhost localhost et écoute sur le port 8000. Donc, et là, il trouve mon serveur MCP, donc je peux le rajouter en tant qu'outil. Et donc, si je reviens à la présentation, donc on a vu comment réaliser un agent simple sans spécifiquement lui fournir d'outils, hein, donc c'est vraiment un agent, c'est le premier niveau, on va dire, d'agent. Alors on peut appeler ça un agent ou pas. Il n'y a pas d'outils, mais bon, ça reste un agent. L'intérêt d'utiliser un agent, c'est que d'abord de créer un niveau d'abstraction par rapport au modèle, et à mesure que mon projet va grossir, cela va être plus facile de rajouter les outils et d'avoir les couches de télémétrie, par exemple, et d'observabilité de mes agents. Le second niveau d'agence, c'est de commencer à lui fournir des outils. Le niveau supérieur, c'est vraiment de pouvoir résoudre des tâches plus complexes enchaînant en fait des agents ensemble et avec par exemple un premier agent qui va s'occuper de la communication avec l'utilisateur final par la voix par exemple et un autre agent coordinateur qui va déléguer un certain nombre de tâches à d'autres agents pour résoudre une partie du problème ou demander des avis. On le verra tout à l'heure, juste après. Possibilité de mettre différents patterns de agentic en œuvre avec sémantique kernel. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi utiliser des systèmes multi-agents par rapport à des agents simples. Euh, euh, je vous invite à regarder le papier de Magentic One. Donc, c'est Azure, c'est Microsoft Research qui a l'équipe autogène, notamment dont on parlera Olivier dans la session d'après. Ils ont fait pas mal de tests qui ont démontré que si je prends le repère d'un humain et sa capacité à résoudre des problèmes, donc c'est un benchmark qui s'appelle Web Arena, hein. Donc si je prends si j'utilise le premier niveau là en gris, si j'utilise des modèles sans fournir d'outils, le taux de résolution des problèmes n'est pas très élevé, hein, inférieur à 10%. Si j'utilise des agents monolithiques, déjà je passe avec
un taux de résultat un peu plus proche de 20%. Si j'utilise un système de multi-agents, j'arrive à 30%, alors que l'humain, il peut résoudre des problèmes, voilà, à 80%. Et si j'utilise un système multi-agent avec l'humain dans la boucle, hein, HIL, Human in the Loop, j'arrive à un taux de résultat et de résolution des problèmes qui est proche de l'humain. On pourrait se demander d'ailleurs à quoi ça sert d'avoir des multi-agents s'il n'est pas supérieur à l'humain, mais justement, je vais pouvoir déléguer un certain nombre de choses à mes agents et pour pouvoir rendre l'humain plus accessible pour faire des tâches à valeur ajoutée. Ce qui est intéressant, c'est que Semantic Kernel prend en charge nativement plusieurs modèles d'orchestration. De solutions agentiques et chacun pour résoudre en fait des scénarios de collaboration différentes. Donc il y a le modèle séquentiel, donc c'est assez direct. En fait, chaque agent va traiter la tâche à tour de rôle. Chacun va s'appuyer sur le résultat du précédent pour produire le résultat. Il y a un pattern d'orchestration qui est le modèle concurrent, qui va permettre à plusieurs agents de travailler sur la même tâche en parallèle. Donc chaque agent va traiter de manière complètement indépendante et leurs résultats vont être agrégés par un autre agent qui va transmettre la solution finale. Donc il y a un modèle d'orchestration qui s'appelle le groupe chat qui simule une conversation collaborative en fait entre différents agents, incluant éventuellement, comme Semantic Kernel permet de venir étendre en fait ces modèles, je vais pouvoir mettre de l'humain dans la boucle, mais ce modèle, en fait, il est assez puissant pour simuler des réunions dans lesquelles il y a des agents qui participent, des débats, des sessions de résolution de problèmes vraiment collaboratifs, où, par exemple, chaque agent va représenter un département et discuter d'une proposition commerciale et un manager va modérer la conversation et impliquer éventuellement un agent modérateur va modérer la conversation et éventuellement impliquer un humain si nécessaire. Alors, un autre pattern de multi-agent d'orchestration est l'orchestration handoff, ce qui permet de transférer, en fait, un agent va transférer le contrôle en fonction du contexte et de la demande de l'utilisateur. C'est-à-dire que chaque agent peut passer la conversation à un autre agent ayant une expertise plus appropriée. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, si j'ai des experts et une demande spécifique. Euh, donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Si je reviens sur donc ici, par exemple, ce que je vais pouvoir faire avec Semantic Kernel, c'est que je vais définir différents agents. Je vais définir, donc je crée un kernel. Alors, ce qui est intéressant, que j'ai dans le kernel, je peux rajouter des filtres. Donc ici, ça va être pour monitorer quel agent est appelé à quel moment, etc. Donc je vais pouvoir intercepter et loguer. Donc c'est juste une fonction d'interception voilà, qui dit quel agent dit quoi, etc., etc. Donc je vais créer un premier agent qui est mon agent de billing, donc qui est spécialisé dans les traitements des questions sur les clients liés aux problèmes de facturation. Donc je lui donne un modèle. Bon, à chaque fois, je vais leur donner le même modèle, hein. Donc j'ai mon billing agent. Je vais créer un deuxième agent qui est spécialisé dans le traitement des remboursements, le refund agent. Pareil, je lui donne un modèle et des instructions. Et un troisième agent qui va être mon agent qui, lui, fera la communication finale avec le client, donc qui est l'agent qui discute avec le client final. Donc lui, je vais également lui rajouter un modèle. Je vais lui dire, utilise ce kernel. Je vais lui donner également des instructions, hein, qui est d'évaluer la demande utilisateur, de la transmettre éventuellement à mes autres agents en fonction de la demande. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais lui dire, à lui mettre à disposition à cet agent les plugins
Billing agent et refund agent qui sont mes deux agents précédents. D'accord? Et donc, si j'exécute ce code, donc là, il va discuter en premier lieu avec l'agent de triage hein, qui s'occupe de la communication. Alors, je vais lui demander, j'ai été prélevé deux fois de mon abonnement le mois dernier. Hop. Et donc, le triage agent transmet la demande Oups, là, je remonte un petit peu. Donc, j'ai été prélevé deux fois de mon abonnement. Donc, le triage agent transmet la demande au billing agent pour avoir justement des informations sur le billing. Et il va également contacter le refund agent pour connaître, par exemple, la politique de la compagnie spécialisée dans le refund pour voir comment faire. Donc, il va recevoir les réponses des différents agents avec des recommandations, etc., etc. Et c'est lui, au final, qui va transmettre la réponse, synthétiser en fait les différentes réponses qu'il a eues des deux premiers agents pour la transmettre à l'utilisateur final. Donc, dans cet exemple ben, d'orchestration concurrente, qui est un exemple d'orchestration concurrente, je vais créer une liste d'agents. Donc, j'ai une fonction qui retourne une liste d'agents. Donc, je vais, par exemple, créer un agent spécialisé dans la physique. Hein. Donc, les agents, en fait, ils ont juste des instructions différentes. Un agent qui est spécialisé plutôt en chimie et un agent en astronomie. Voilà, je crée cette fonction retourne ces trois agents qui ont des instructions uniquement. Ils utilisent les mêmes modèles ici, mais ils pourraient utiliser évidemment des modèles différents. Mais ici, ils utilisent le même modèle GPT-4o. Et donc, je vais donc récupérer ces agents et créer un modèle d'orchestration multi-agents dans lequel je vais utiliser l'ensemble de ces agents et je vais invoquer cette orchestration. Donc, si je exécute ce programme, hop, attendez, je vais grossir la partie. Donc, je pose par exemple la tâche, c'est quoi la température? Comme c'est un orchestrateur concurrent, il va transmettre en parallèle la demande aux différents agents. Donc, mon agent spécialiste en chimie, en astronomie et en physique, et ils vont tous les trois me répondre. Donc voilà, j'ai une première réponse de mon expert en astronomie. En astronomie, la température mesure l'énergie, etc., dans un contexte céleste. Ensuite, je vois que j'ai la réponse de mon expert en chimie. Donc la température est une grandeur physique, voilà, et mon expert en physique de la même façon. Donc en parallèle, ils me répondent à la problématique que je leur ai posée. Si je prends un exemple de modèle séquentiel, euh, par exemple, bah, ça peut être, je définis une liste d'agents avec, par exemple, un analyse marketing. Donc, vous êtes analyste marketing, étant donné une description du produit, identifier les caractéristiques clés du produit, etc. Le rédacteur publicitaire, hein, qui est un second agent et un troisième agent qui est l'éditeur, qui est voilà, étant donné le boulon, corriger la grammaire, etc. Donc un certain nombre
de tâches à effectuer avec des rôles spécifiques qui chacun va venir euh, euh, apporter un complément en fait de traitement à la tâche que je vais lui fournir. Et par exemple, donc je crée cette fois une orchestration séquentielle, c'est-à-dire qu'au lieu d'appeler de façon parallèle différents agents, ici, je vais appeler chaque agent l'un après l'autre. Et donc, ici, je lui demande la tâche suivante, une bouteille d'eau en acier inoxydable éco-responsable qui garde les boissons froides pendant 24 heures. Donc voilà, je lui demande de travailler sur ce sujet. Et donc, je vais voir hop, ce qui va me répondre. L'analyse marketing. Donc, étant donné la description du produit que je viens de lui donner, il va identifier donc les caractéristiques. L'analyse marketing me répond avec les caractéristiques clés. Donc, c'est du GPT-4o derrière. Ensuite, c'est transmis automatiquement au rédacteur publicitaire et qui va me trouver un slogan voilà, lié à la description qu'a pu me trouver l'analyse marketing. Litatio aux bouteilles jetables et adopter la solution éco-responsable qui vous accompagne, etc. Et enfin, le traitement est transmis automatiquement à l'agent éditeur, voilà, et qui est le résultat final est produit, voilà, Litatio aux bouteilles en plastique jetables et ajouter les solutions. Voilà. Donc c'est un exemple d'orchestration séquentielle. Donc on est un peu pressé par le temps, donc je vais terminer là-dessus. Pour démarrer, je vous invite vraiment à cloner le GitHub, le repo GitHub de Semantic Kernel. Il y a beaucoup d'exemples sur pas mal de sujets. Sur les fonctionnalités de Semantic Kernel, hein, et sur les agents, là j'en ai mis quelques-uns, donc utiliser des agents Bedrock, etc. Il y a beaucoup d'exemples qui sont très bien faits, donc je vous invite vraiment à cloner pour démarrer, à cloner et regarder les Git Start, à côté les exemples pour utiliser Olama, etc. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette session sur développer des agents avec Semantic Kernel. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette session. On se donne rendez-vous dans une semaine avec Olivier qui nous présentera donc Autogène. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.